puis les eaux les plus agitées du globe. Ce système secret que nous voyons permet à tous les New-Yorkais de vivre normalement. Jusqu'au plus haut sommet. Aujourd'hui, si quelqu'un voulait construire une voie ferrée dans ces montagnes, on le prendrait pour un fou. Le chemin de fer a tout conquis. Il existe 6 types de structures différentes sur cette ligne pour éviter les déraillements. Quelle merveille d'ingénierie! C'est exceptionnel. Des femmes et des hommes téméraires ont poussé le rail dans les coins les plus reculés de la planète. C'est presque marrant. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Je l'adore. Dans cet épisode, nous allons voir comment de brillants ingénieurs ferroviaires ont trouvé le moyen de nous faire traverser gouffres, fleuves et océans. Il ne faut pas sous-estimer le travail que ça a demandé. C'était une mission quasi impossible pour l'époque. Découvrons les ingénieuses solutions. C'est incroyable. Cette forme voûtée a permis la construction de cette merveille. Qui ont rendu possible l'impossible. Je suis sans voix. C'est exceptionnel. La plupart des voies ferrées avaient pour objectif de traverser les régions les plus inaccessibles de la planète. Mais l'ascension des sommets ou la traversée des jungles les plus denses semble une partie de plaisir, comparée à la construction de ponts qui surplombent les vastes gouffres du globe. Par-delà les fleuves, les canyons ou les océans, certains chemins de fer ont permis de relier des contrées jusqu'alors inaccessibles. Mais chacun de ces chantiers a nécessité l'accomplissement de véritables prouesses afin d'être mené à terme. Voici le fleuve Moaka. Et lorsque vous le regardez de près, vous comprenez rapidement le genre de défi que les ingénieurs ont dû relever. Ce cours d'eau est très long. Il sépare le Danemark de la Suède sur 16 km. Comme vous le voyez, la vallée est gigantesque et les flancs de collines sont très raides. C'est ce genre de problème que des ingénieurs américains ont dû affronter il y a un siècle et demi. Imaginons que votre ville soit située sur une île et par définition complètement isolée de la Terre. La meilleure solution pour y acheminer les marchandises semble être de bâtir un pont. Mais ce pont gênera la circulation sur le fleuve. Le dilemme semble impossible à résoudre. Pourtant, ce chemin de fer bâti dans les années 1950 a su prouver le contraire. Nous sommes à Staten Island, au sud-ouest de New York. Située entre le New Jersey et Brooklyn, l'île est une voie d'accès vitale à la métropole, à laquelle les trains devaient absolument accéder. Aujourd'hui, à bord d'un énorme convoi de marchandises, le professeur Eric Lima va nous faire visiter une extraordinaire structure. Nous sommes à l'avant de la locomotive diesel. C'est un véritable privilège. Ce genre de train est essentiel pour New York. Mais pour permettre l'accès au train à Staten Island, il fallait résoudre un problème géographique de taille. Nous sommes sur l'artère qui permet le transport de tous les biens et marchandises que les New-Yorkais utilisent au quotidien. On n'y pense pas spécialement quand on vit à l'intérieur de la ville, mais New York est entouré d'eau, et y faire accéder des trains semble plus facile à dire qu'à faire. Le cours d'eau séparant Staten Island du New Jersey se nomme l'Arthur Kill. Il mesure 170 mètres de large et les navires y pullulent. Ce cours d'eau est très fréquenté. Des milliers de navires passent par ici tous les jours. Et pour qu'un pont ferroviaire le traverse, il fallait une hauteur suffisante pour que les bateaux puissent passer en dessous. Pour un piéton ou une voiture, une telle hauteur n'est pas un problème, car les pneus et chaussures s'adaptent parfaitement aux inclinaisons.
Mais pour les roues d'acier d'un train, la logique est différente. Et en 1959, la Baltimore Ohio Railroad va apporter une gigantesque solution au problème. Voilà, c'est impressionnant. Voici le plus grand pont levant du monde, l'Arthur Kill. Plus encore que sa taille titanesque, ce sont les capacités de ce pont qui en font une structure exceptionnelle. C'est une véritable merveille. Avec une longueur de 170 mètres, l'Arthur Kill est le plus grand pont levant du monde. Lorsqu'il s'abaisse pour permettre au train de circuler, il ne se trouve qu'à 9 mètres au-dessus de l'eau. Mais une fois levé, il monte à 41 mètres, offrant ainsi le passage aux plus grands navires. Ici le pont Arthur Kill, on a une descente à 9h45. C'est bon pour toi au niveau trafic? Pour le superviseur de la structure, Ryan Wagner, la gestion du pont n'est pas de tout repos. Car pour minimiser les interruptions, il ne peut être abaissé que 3 fois par jour et pendant 30 minutes seulement à chaque fois. Je le vois arriver depuis le nord. Je t'appelle quand il sera passé. À plus. Quand on baisse le pont, on doit travailler en parfaite coordination avec les gardes-côtes. Parce qu'il y a énormément de trafic sur le fleuve. On a 30 minutes pour faire passer les trains et remettre le pont en position levée. Actionner un pont de 2000 tonnes en si peu de temps nécessite des moyens colossaux. Un puissant système de contrepoids et de câbles est alimenté par des moteurs situés au sommet de chaque tour. Sécurité, 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 le pont est sur le point d'être baissé. Sécurité, sécurité, le pont est sur le point d'être baissé. Les navires sont immobilisés. Ryan passe à l'action. J'ai branché le système qui va alimenter nos 2 moteurs. Une fois en marche, le pont va commencer à s'abaisser pour se mettre en position ferroviaire. Et c'est parti. Ces caissons d'acier remplis de béton servant de contrepoids pèsent chacun 1000 tonnes. On peut voir les caissons bouger en parfaite synchronisation pour abaisser le pont. Le pont doit s'abaisser à la même vitesse des 2 côtés. Donc les 2 moteurs travaillent simultanément pour qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, les trains peuvent passer tranquillement. En moins de 3 minutes, le pont entre dans la dernière phase d'abaissement. Une phase qui demande une précision millimétrique. C'est le moment où le système de correction de positionnement du pont entre en scène. Il est constitué de nombreux capteurs placés à divers endroits de la structure et qui détectent la moindre erreur. Si les rails ne sont pas alignés, les trains ne pourront pas circuler. Au moindre problème, la circulation des trains est interrompue, ce qui provoquera des retards sur la voie ferrée, mais aussi au niveau maritime, parce que le pont ne peut être baissé que pendant 30 minutes à chaque fois. Le pont est en place. Eric et ses trains peuvent poursuivre leur périple. Super. On l'a vu se baisser et maintenant, on a la chance de le traverser. C'est une merveille. Et je suis dessus. Je vois les contrepoids géants au-dessus. C'est fantastique. On entend le bruit du métal et on voit l'eau en dessous. Quelle construction de génie! Et à 40 mètres de hauteur en plus. Vous vous rendez compte? La traversée du raccourci entre le New Jersey et Staten Island ne dure que quelques secondes. Le train est passé. Le trafic maritime peut reprendre ses droits. Bien reçu.
On va lever le pont. Ce qu'on entend là, c'est l'alarme servant à prévenir les trains et les navires en approche que la manœuvre est en cours. Ryan et son équipe disposent de moins de 3 minutes pour lever ce pont. Les contrepoids descendent. Le pont et les contrepoids sont maintenant à peu près à la même hauteur. 50 ans après sa création, le pont Arthur Kill fonctionne comme au premier jour. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Il y a toujours moyen d'améliorer et de rendre nos interventions plus efficaces encore. En tout cas, j'adore mon boulot. Chaque jour, la brillante mécanique de ce pont permet à des milliers de tonnes de fret d'entrer et de sortir de Staten Island. Sans lui, on ne pourrait pas traverser le fleuve. Les trains peuvent maintenant pénétrer Staten Island. Tout cela a l'air si simple. Alors que sa construction a représenté un véritable défi et je suis très content de l'avoir vu à l'œuvre. Faire circuler des trains dans les lieux les plus escarpés de la planète. Pour qu'un train traverse ce fleuve, il fallait un pont aux proportions démentes. Telle est la mission des ingénieurs de l'impossible. C'est époustouflant! Pour traverser les vallées les plus encaissées et les plus profondes, il a fallu bâtir des structures hors normes. Des structures d'autant plus difficiles à concevoir qu'il n'existait pas encore de modèle pour s'en inspirer. C'est formidable. Ce pont est incroyable. La construction de ponts pose de nombreux problèmes. Tout d'abord, la hauteur, bien sûr. Forcément, plus la hauteur est conséquente, plus la construction sera complexe. Elle nécessite des outils et une ingénierie de pointe. Mais il faut également que l'environnement s'y prête. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et face aux contraintes naturelles, la volonté des hommes est bien peu de choses. Nous sommes en Nouvelle-Zélande, sur les rives du fleuve Moaka. Une topographie idéale pour les amateurs de rafting, mais un peu moins pour les trains. Logiquement, les lieux ont tout pour décourager les ingénieurs ferroviaires les plus téméraires. L'un d'eux, cependant, n'a pas abandonné. Comment ça va? Bien et toi? Super bien. Bon bah c'est cool. Voilà ton gilet. Tu me l'attaches bien, s'il te plaît. C'est une question de sécurité. Pour l'ingénieur Karen Astwood, il n'existe qu'une manière d'apprécier le travail effectué sur ce fleuve, longtemps considéré comme infranchissable. Nous sommes sur le fleuve Moaka. Et en le regardant, les défis auxquels les ingénieurs ont dû répondre sautent aux yeux. Pour faire traverser ce fleuve à des trains, ils ont dû bâtir une structure à une hauteur de 100 mètres, la plus haute d'Océanie, et la 5e plus haute du monde au moment de sa construction. Ce pont a des proportions démentes. Et le voici! Voici le viaduc de Moaka. Cette structure est époustouflante. Quelle merveille! Je suis sans voix. C'est exceptionnel. Je l'adore. 300 mètres de long, 95 mètres de haut. Le viaduc de Moaka est un défi aux lois de l'équilibre. Déjà, il est beau, mais l'ingénierie nécessaire à sa construction dépasse l'entendement. Inauguré en 1937,
ce pont est né pour répondre aux nécessités d'une petite communauté isolée. Sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, voici Wairoa, perché sur Hawke's Bay, à l'embouchure d'un gigantesque fleuve. Jusqu'au début du XXe siècle, ce magnifique panorama était totalement isolé. Wairoa pouvait être coupé du monde pendant des semaines, parce que les routes de terre étaient impraticables en cas de mauvais temps. Et les rivages de sable rendaient l'accès au village par voie maritime tout à fait impossible. La construction d'une connexion ferroviaire reliant la ville de Napier au sud, puis à Gisborne au nord-est, allait offrir à Wairoa une ligne vitale. La construction de cette ligne a été particulièrement compliquée en raison de divers facteurs, notamment le sol de l'île qui a posé de nombreux problèmes. Mais le plus problématique furent les immenses falaises surplombant le fleuve Moaka. L'ingénieur John Cull était persuadé de pouvoir en venir à bout, grâce à une structure d'acier préfabriquée. Les travaux débutent en 1930. La première étape consiste à couler les fondations de béton. Dans un second temps, les ouvriers vont se consacrer au véritable défi: hisser une structure de 1900 tonnes d'acier à une hauteur vertigineuse. Imaginons que ces deux échelles sont les tours situées de part et d'autre du fleuve. Un câble les traversait comme ça. Suspendu à ce câble se trouvait un crochet. Il se déplaçait sur toute la longueur. Chaque pièce d'acier était arrimée au crochet et puis déplacée dans le vide. On la positionnait à son emplacement, puis on la fixait le plus rapidement possible. Puis, les ingénieurs ont optimisé ce système en ajoutant un second câble en travers de la vallée. Chaque câble travaillait indépendamment, ce qui permettait le positionnement de 2 fois plus d'éléments d'acier avec la même précision. Les pièces étaient préfabriquées, puis directement amenées sur le site. Le viaduc a donc été assemblé comme une maquette géante et les travaux ont été très rapides. Le projet a même été terminé avant la date de livraison et pour la moitié du budget initialement prévu. Le viaduc de Moaka sera la dernière pièce de cette voie ferrée exceptionnelle qui acheminera hommes et marchandises vers cette région autrefois isolée. Grâce à l'un des plus hauts ponts ferroviaires au monde, Wairoa est aujourd'hui complètement transformé. Ce village si pittoresque est désormais relié au monde, quelles que soient les conditions météorologiques. Pareil chef-d'œuvre d'ingénierie suscite encore l'admiration. Mais il faut se souvenir que leur conception et leur mise en place ont demandé aux ingénieurs ferroviaires et aux ouvriers de véritables exploits. Fleuves, cours d'eau, bras de mer. Pendant près d'1 siècle, les trains vont se lancer dans des traversées extrêmes, nécessitant des structures toujours plus vertigineuses. Et toujours plus robustes. Nous sommes à Édimbourg, capitale écossaise, au XIXe siècle. La ville est alors en plein essor. Elle bénéficie d'un accès facile par le sud et l'ouest. Mais vers le nord, la ville est dans une impasse. Édimbourg est adossé à un vaste estuaire réputé pour ses conditions climatiques difficiles et ses eaux imprévisibles. Pour qu'une voie ferrée franchisse cette zone, il fallait construire un pont unique au monde. Le pont du Forth. La plus grande structure d'acier jamais créée. Le dessin est révolutionnaire.
L'ingénierie victorienne comme on l'aime. Longueur 2,5 km. Poids 53 000 tonnes. Une merveille d'acier assemblée par 6,5 millions de rivets est capable de résister aux assauts terribles de la mer du Nord. On ne fait pas mieux de nos jours. Ils ont utilisé les meilleurs matériaux pour bâtir une structure exceptionnelle. Cette merveille de démesure a été imaginée par les ingénieurs Benjamin Baker et John Fowler, qui ont relevé le défi de bâtir un pont de 2500 mètres à la conception unique. Une conception basée sur l'équilibre obtenu par un pont à poutres en porte-à-faux, soit 3 structures en forme de diamant reliées entre elles. Un concept encore plus appréciable vu du dessus. Nous sommes au sommet d'une des tours du pont. Depuis chaque tour part un bras. Les tours sont reliées entre elles par un autre bras qui s'étend et qui permet à toute la structure d'être parfaitement équilibrée. Mais ce n'est pas seulement l'échelle du projet qui a posé problème. En 1879, son prédécesseur, le pont sur le Tay, a succombé à une tempête. Son écroulement entraînera la mort des 75 personnes présentes à bord du train qui le traversaient au même moment. Après le désastre du pont sur le Tay, Fowler et Baker ont voulu proposer une structure ultra résistante. Pour supporter les terribles conditions météorologiques de la région, il fallait bâtir une fondation solide. Mais dans les profondeurs de l'estuaire, ce n'était pas si simple. Vous voyez l'espace entre l'eau et le pont. Vous avez la même profondeur dans l'eau. C'est très profond. Plus profond que la mer du Nord à certains endroits. Et comment installer 12 fondations cylindriques massives en béton à une telle profondeur? Le public n'en voit qu'une partie. C'est un peu comme un iceberg. Un travail énorme a été nécessaire. Voici le sommet d'un des caissons qui s'enfonce à 12 mètres sous les eaux. C'est là-dessus que les tours sont posées. Les caissons sont des cylindres qui ont été coulés dans l'estuaire. L'eau fut pompée, puis 20 à 30 hommes creusèrent le lit de mer afin d'établir les fondations. Il ne faut pas sous-estimer le travail que ça a demandé. C'était une mission quasi impossible pour l'époque. Le travail sous l'eau terminé, Baker et Fowler construisent la structure qui va supporter le poids de train de 2000 tonnes et les 50 000 tonnes d'acier du pont. Ces bases peuvent supporter un poids énorme. Tout le poids sur le pont se répartit sur ces points, la partie la plus importante du pont. Comme tout sur ce pont, les bases sont démesurées. C'est un endroit très particulier du pont, que peu de personnes ont déjà visité. Chacun de ces blocs de pierre pèse 1 tonne. Multiplié par plusieurs milliers de blocs, et voilà ce que pèse une seule de ces bases. Et nous en avons 12. Fowler et Baker étaient en avance sur leur temps. Imaginez les risques encourus lors de la construction d'une structure pareille. C'est complètement dingue. La construction du pont de force relève de l'exploit. Mais pour s'assurer qu'il résiste aux ravages du temps, les ingénieurs actuels doivent également dépasser leurs limites. Sur cette partie du pont, on a déjà effectué 190 réparations.
Une solution parmi d'autres. Ce pont doit supporter d'énormes chargements et le poids des trains qui passent dessus. Pour les ingénieurs qui ont permis leur construction. Les ponts que nous voyons aujourd'hui permettent au chemin de fer de relier deux points séparés par des obstacles à première vue infranchissables. C'est exceptionnel. Mais de toutes ces structures d'exception, celle-ci est sûrement la plus incroyable. Le pont de Forth, qui enjambe le fleuve du même nom en Écosse. Ce pont de type cantilever est le fruit d'une ingénierie démesurée. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous mettiez la tour Eiffel à plat, elle entrerait dans un des diamants. Donc on doit avoir de la place pour 6 tours Eiffel. Je crois que c'est ça. Inaugurée en 1890, sa construction a été possible grâce à l'utilisation d'un matériau ultra résistant et encore peu commun à l'époque, l'acier. Le résultat est l'un des plus grands ponts du monde. Ce matin, on va sortir le filet de sécurité. L'inspecteur John McDonald s'apprête à affronter la structure de 53 000 tonnes. Le problème, c'est la chute d'objets. On ne pourra pas les récupérer. Tout le monde est prêt? Oui. Tant mieux. L'eau salée et les rafales de vent à 100 km/h vont leur compliquer la tâche. On doit poser un échafaudage pour que les ouvriers puissent souder et réparer ce qui doit l'être. Les hommes doivent assurer la maintenance de l'édifice sans interrompre le trafic des quelques 200 trains qui vont passer au-dessus de leur tête. C'est bon? Des conditions de travail extrêmement périlleuses. Le filet est préalablement attaché au pont. Il ne nous reste plus qu'à le déployer. C'est un système qui s'ouvre tout seul. Si on laisse tomber quoi que ce soit, ça tombera dans le filet. T'es prêt, John? Ouais, on est bon. Tirez. Encore? Essaie de pousser un peu. On est bon ici. Le pont actuel conserve 95% de ses éléments d'origine, mais la course pour le remplacement des pièces défectueuses est lancée. Sur cette partie seulement, on a déjà dû effectuer 190 réparations. Ce sont de petites interventions, mais qui ont demandé beaucoup de travail. Une réparation peut durer 2 heures seulement, mais c'est la logistique qui est plus compliquée, car ça demande l'intervention d'une équipe de 5 hommes durant toute la semaine. Et aujourd'hui, ils vont passer à l'action. 2 pièces d'acier composent cet élément. Celui-ci est en excellent état, à part ce coin ici. J'y ai remarqué pas mal de corrosion. Si on le laisse en place, il va se détacher du pont et peut-être tomber. Donc, nous allons faire les réparations. C'est une petite réparation. Mais ce genre de dommage pourrait affecter l'intégrité de la structure si ça n'est pas fait régulièrement. Donc, nous allons y souder un nouvel élément. Mais le défi le plus imposant proposé par ce pont, c'est sa couleur. T'as passé combien de couches, Peter? 2. D'accord, et sur celui-là aussi? Ouais. Bien. John et son équipe doivent protéger les 230 000 mètres carrés de vernis de polyuréthane qui l'embellissent. À l'époque, une équipe d'hommes partait sur une zone, décapait, peignait, puis passait à une autre pour faire la même chose. On n'arrêtait jamais à cause de sa taille gigantesque. Mais une nouvelle solution a permis de faciliter la tâche. On a posé une couche de glace flake d'époxy au-dessus de l'épaisse couche de zinc.
Le glass flake, ce sont de microscopiques morceaux de verre qui reposent les uns sur les autres, un peu comme les écailles d'un serpent. Et cette couche rend l'acier tout à fait imperméable. Cette peinture va durer 25 ans, sauvegardant ainsi l'aspect de ce pont magnifique. Il est aujourd'hui en bien meilleur état qu'au cours des 75 dernières années. Jamais il n'a été aussi beau. Parfois, je me pose 5 minutes, je regarde cette structure et je me dis que c'est un véritable privilège de travailler dessus. Les pyramides sont impressionnantes et ce pont l'est tout autant. Il a été bâti en 6 mois et il est debout depuis plus d'1 siècle. Je l'adore. Pour qu'un pont ferroviaire résiste au temps, la maintenance est cruciale. Mais la clé du succès de n'importe laquelle de ces structures réside dans sa conception. Pour traverser le vide, une voie ferrée a besoin de supports. Mais pas n'importe lesquels. Car la construction d'un pont repose sur la géométrie. Il y a 150 ans en Allemagne, un paysage escarpé allait pousser la conception de ponts au-delà des limites. Mesurant 500 mètres de long et 70 de haut, cette merveille d'ingénierie va permettre de traverser la vallée de Göltsch dans le Land de Saxe. Le professeur Lutz Neitner va nous expliquer pourquoi, au XIXe siècle, cette région ne pouvait accueillir une voie ferrée. Au début du 19e, des ingénieurs se sont vus confier la tâche de construire une connexion ferroviaire entre Leipzig et Hof. Et leur principal obstacle, c'était cette vallée. Elle est énorme et les flancs sont très raides, donc impossible d'y créer une voie ferrée, car les trains ne disposeraient pas d'assez de friction sur les rails. Les montées étant infranchissables pour les machines à vapeur, la construction d'une ligne à travers la vallée était donc inenvisageable. Seul un pont pouvait résoudre le problème. Le pont devait être énorme et offrir une grande résistance au chargement pour que des trains puissent rouler dessus. Un pont unique en son genre allait alors voir le jour. Et aujourd'hui encore, pour ceux qui le traversent, après le virage, on arrive au pont. Cette impressionnante solution est à couper le souffle. C'est fantastique de traverser ce pont. J'adore mon métier. C'est le plus haut pont ferroviaire d'Europe. Le viaduc sur le Goldstahl est le plus grand pont en briques du monde. La solution de simplicité est souvent la meilleure. En voici le parfait exemple, le viaduc sur le Goldstahl. Longueur, 574 mètres. Hauteur, 78 mètres. Lors de son inauguration en 1851, c'est la plus haute voie ferrée de la planète. À mes yeux, c'est une œuvre d'art. Je l'adore. Ce pont démesuré est le fruit de l'imagination d'un homme, ingénieur et mathématicien de génie, Johann Andreas Schubert. Il savait que pour couvrir une telle distance en supportant un tel poids, il fallait donner à sa structure une forme unique. Schubert est le premier ingénieur à prouver la résistance d'une de ses constructions grâce aux mathématiques. Il a basé sa construction sur les principes mathématiques de la voûte.
Durant des siècles, l'efficacité de cette forme s'est imposée. Les éléments de cette structure apparemment anodins étant susceptibles de résister à d'incroyables poids. Un œuf est très fragile. Si vous le cognez contre une surface dure, il va casser. Comme vous le voyez, cette coquille a une forme voûtée. Nous en avons 4 et allons poser des briques dessus. Vous n'en croirez pas vos yeux. Le poids de la brique est concentré sur ces 4 coquilles d'œufs. Voyons ce qui se produit si on ajoute une couche. On a doublé le poids sur les coquilles. Posons une 3e brique. Le poids total de ces briques est concentré sur les 4 points des coquilles et réparti sur la surface de la table. Le pont derrière moi est similaire. La forme voûtée est un élément essentiel du génie civil. Les formes voûtées ont prouvé leur efficacité. Mais pouvaient-elles résister à la pression latérale exercée par un train? Schubert a créé une formule mathématique uniquement pour évaluer cette résistance. La formule de Schubert a eu un profond impact sur la construction de ponts, parce qu'il a prouvé de manière mathématique qu'un dessin aussi simple que celui-ci avait une forte capacité de résistance au passage de chargements lourds, en répartissant le poids également sur chacune de ses fondations. Les trains allaient pouvoir traverser la vallée en toute sécurité. Mais il fallait d'abord bâtir 81 voûtes sur 4 étages. Une conception élaborée qui devait également correspondre à un certain budget. Schubert décide de se fournir en matériaux locaux, les briques. C'était le moins cher et la manière la plus simple grâce aux carrières d'argile à proximité. Il n'est pas commun d'utiliser des briques pour de telles constructions, car elles n'ont pas la même résistance que d'autres matériaux. Mais leur combinaison et la manière de les agencer peuvent les rendre extrêmement résistantes. La preuve. 26 millions de briques ont été nécessaires à la construction du pont. Un ouvrier posait 1600 briques par jour, ce qui est énorme. 6 ans après le lancement des travaux, soit en 1851, les 2000 ouvriers terminent la structure. On se sent si petit face à une telle structure. Elle est énorme. Aujourd'hui encore, cette merveille n'a pas à rougir face aux structures plus modernes. Des trains roulant à plus de 100 km/h la traversent tous les jours. Il a été construit il y a 165 ans et tient encore debout. C'est un chef-d'œuvre d'architecture. Ces ponts résultent de l'œuvre de pionniers. Mais les défis auxquels sont confrontés les ingénieurs contemporains dépassent l'entendement. Il était difficile à bâtir, parce que 16 km séparent le Danemark de la Suède. Mais rien n'arrête les ingénieurs de l'impossible. Désormais, plus rien n'arrête les voies ferrées. Ravins, vallées, fleuves. Tout passe par le rail et le rail passe partout. C'est une œuvre d'art. Je l'adore. Mais les obstacles sont parfois tels que le possible semble tout à fait hors de portée. Voici le détroit de l'Øresund, un immense cours d'eau formant une frontière naturelle entre le Danemark et la Suède. Du fait de couloirs maritimes bondés et de la proximité d'un aéroport, c'est le dernier endroit où l'on imaginerait trouver un chemin de fer. Durant des siècles, le détroit ne pouvait être traversé que par bateau, un trajet non sans risque.
16 km séparent la Suède du Danemark. Et en hiver, il y a énormément de glace dans cette zone, parfois épaisse de 40 cm. Donc le passage en bateau était impossible. En hiver, on ne passait pas du Danemark à la Suède. Créer une connexion entre Malmö et Copenhague n'était alors qu'un doux rêve. C'était difficile à concevoir parce qu'il fallait construire une structure ferrée, mais aussi automobile, donc quelque chose de gigantesque. Et voici la solution unique en son genre. Le pont de l'Øresund, le plus grand pont ferroviaire et automobile du monde. La construction de ces 8 km a nécessité 142 000 tonnes d'acier. C'était un véritable défi. Les ingénieurs du monde entier viennent encore ici pour voir comment nous avons fait. Mais peu importe la taille, pour l'ingénieur Niels Lyckeberg, le véritable défi était l'emplacement, un des couloirs maritimes les plus fréquentés au monde. De nombreux navires circulent sur l'Øresund. On a donc dû laisser un bout d'eau ouvert au trafic pour éviter toute congestion de ce dernier. La réponse se trouvait dans cette colossale pièce bâtie à proximité de la côte suédoise. La construction débute en 1995. D'énormes sections du pont sont préfabriquées et mises en place. Des eaux vont sortir des pylônes de 200 mètres de hauteur, séparés de plus d'1 kilomètre. Une configuration qui permettra aux navires de continuer de passer sous la structure. Ce pont a été construit pour permettre la navigation. Il monte à 55 mètres, donc même les plus énormes bateaux peuvent passer. Le long de ce détroit de 16 km, un passage maritime était nécessaire depuis les côtes danoises. Mais ici, un pont n'était pas envisageable. L'aéroport de Copenhague nous posait problème, car cet énorme aéroport se trouve à proximité du détroit. On ne pouvait pas construire de pont du côté danois, parce qu'une telle hauteur allait poser problème aux avions. Donc, au lieu de passer au-dessus, ils ont décidé de passer en dessous. Le pont se transforme alors en tunnel. Nous sommes au-dessus de l'entrée du tunnel. Il est composé d'éléments préfabriqués qui font 40 mètres de largeur et 80 de longueur. On les a amenés sur des barges jusqu'ici, puis on les a submergés. Le tunnel fait 4 km. Jamais un tel travail n'avait été accompli auparavant. C'est le plus grand tunnel immergé du monde. Le forage de tranchées pour ce tunnel a nécessité l'extraction de 7,5 millions de mètres cubes de terre. Cette terre a été utilisée pour construire la troisième structure de génie de l'Øresund. Peberholm est une île artificielle de 130 hectares, située au beau milieu de la mer Baltique. Il n'y avait que de l'eau avant au milieu de l'Øresund. Et maintenant, nous avons une île qui permet de relier le pont au tunnel qui va jusqu'en Suède. Inauguré en l'an 2000, ce lien a transformé la région et permis de connecter deux pays. Avant, il fallait plus d'1 heure pour traverser par voie maritime. Maintenant, c'est fait en 8 minutes à peine. 20 000 voitures traversent ce pont chaque jour, mais 60% des traversées sont effectuées par train. Et ce, sans que le trafic maritime soit interrompu.
C'est vraiment le boulot de rêve. J'ai travaillé sur de nombreux projets, mais aucun n'a autant d'importance à mes yeux que celui-ci. C'est une de mes grandes fiertés. Depuis 150 ans, les ponts ont ouvert les horizons ferroviaires, permettant aux trains d'accéder partout. Les avancées technologiques sont importantes, mais ce sont toujours les ponts à l'ancienne qui permettent au monde de tourner. Grâce à leur inspiration, C'est une pièce maîtresse d'ingénierie, une merveilleuse architecture. Il sera encore là dans un siècle. les ingénieurs continuent de créer les voies ferrées de l'impossible. Les ponts sont un élément important des voies ferrées partout autour du monde. Ils permettent aux trains d'atteindre leur destination en surpassant des obstacles gigantesques.